Alors, je vais prendre une des premières questions qui avait été posée à travers les inscriptions, à savoir… Bonjour, je filtre mon eau du robinet avec une Berkey. Il reste 240 résidus secs ou ppm. Est-ce la même chose? Ces minéraux sont-ils trop élevés, voire nuisibles pour la santé? Comment diminuer ce taux de ppm par tous mes moyens possibles? Voilà, alors la question porte en fait sur l'utilisation ce qu'on appelle une fontaine de filtration Berkey. C'est un système de filtration basé soit sur du charbon bloc ou de la céramique. Et la question de la personne, c'est comment faire en sorte pour réduire en fait son taux de résidus secs qui est à 240 ppm. C'est aussi ce qu'on appelle des milligrammes par litre. Et c'est souvent une question qui est posée. Et c'est toujours cette même interrogation qui tourne autour de la question, les minéraux contenus dans l'eau sont-ils assimilables ou non par l'organisme? Y a-t-il un intérêt de les retirer ou non? Et là, véritablement, c'est un peu, ça fait d'ailleurs écho aux travaux de Louis-Claude Vincent. Il y a une question aussi qui portait sur ce sujet-là, qui lui avait observé après avoir analysé à peu près 1 millier de personnes, entre l'eau qu'ils consommaient et leur état de santé, il s'est aperçu que plus les personnes consommaient des eaux faiblement minéralisées, en général, en meilleure santé ils étaient. Donc, il avait déterminé approximativement qu'aux alentours de 100 mg par litre ou en dessous, eh bien, c'était acceptable pour la consommation d'une eau quotidienne. Sauf qu'à cette époque-là, Louis-Claude Vincent, avec son bioélectronimètre qui mesurait donc le pH, le RH2, la résistivité, n'avait pas forcément pris en considération cet aspect de la dynamique vitale de l'eau et en était resté plutôt à l'aspect, je dirais, matériel, qui est souvent cette approche du minéral, de dire, voilà, on a des particules matérielles que sont ces minéraux et il faut les expulser parce que le corps ne sait pas les retraiter. Sauf que quand on est dans une eau qui a ses propriétés, ses dynamiques vitales et de cohérence, eh bien l'eau et les éléments qu'elle contient vont avoir ces mêmes dynamiques et du coup ces mêmes caractéristiques d'assimilation au niveau de l'organisme. Donc déjà, 240 mg par litre de résidus dans l'eau, ce n'est pas très important. Sur l'eau, d'ailleurs, du réseau, on va rarement au-delà de 4 ou 500 mg par litre, même sur des eaux qui sont très, très dures, très calcaires. On ira rarement au-delà de ça. Par contre, on peut trouver dans des eaux minérales des niveaux de minéraux beaucoup plus importants. D'ailleurs, ça fait aussi partie des questions qui ont été posées. Je vais faire une petite digression. Quelle eau minérale faut-il boire? La question n'est pas forcément sur le type d'eau minérale, mais encore une fois sur les caractéristiques, je dirais, énergétiques ou de structure de cette eau. Il y a des eaux qui vont plus ou moins plaire au niveau gustatif par rapport à la teneur en minéraux, la quantité, etc. Mais le plus important, c'est surtout de pouvoir redonner à ces eaux embouteillées aussi leurs caractéristiques dynamiques. Bon, pour ça, il y a différents outils qui peuvent permettre de le faire et c'est plutôt ce vers quoi il faut tendre. Et si c'est sur une consommation d'eau quotidienne, d'eau embouteillée, effectivement, il vaut aussi mieux tendre quand même sur des eaux qui soient plus faiblement minéralisées. On va préférer des eaux qui sont en dessous de 300, 400 mg par litre, plutôt que de consommer tous les jours des eaux qui sont à 1000. Des fois, on a des eaux comme Saint-Urre qui sont à 5000 mg par litre. Donc, consommer ces eaux au quotidien, à un moment donné, si elles ne sont pas revitalisées, ça peut surcharger l'organisme, bien que ce soit aussi toujours relatif aux organismes, parce qu'il y a des personnes qui vont très bien les assimiler et d'autres pas du tout. Donc ça passe aussi à l'épreuve de sa propre expérience personnelle et des quantités d'eau consommées. En tout cas, quand on parle de l'eau du réseau et de filtration de l'eau, il est important de voir que sur l'eau du réseau, de toute façon, on n'a jamais des quantités en minéraux qui soient très élevées et qu'à partir du moment où on va revitaliser cette eau-là, eh bien, ça ne va jamais être véritablement problématique parce qu'en la revitalisant, on a aussi une action sur les minéraux et on va les rendre beaucoup plus facilement assimilables par l'organisme par le simple fait, en fait, que les dynamiques générées au niveau de l'eau vont permettre de transmettre à l'organisme ces mêmes dynamiques qui permettent de faire fonctionner le corps et les organes, permettant également à la fois l'assimilation, les échanges prévus par ces éléments minéraux au sein de l'organisme, parce que s'ils sont présents dans l'eau,
c'est pas pour rien. Ils ont eux-mêmes des fonctions, hein. Des fois, on boit des eaux, par exemple, très chargées en magnésium, magnésienne, parce qu'elles permettent d'avoir sur l'organisme de travailler, par exemple, aussi sur certaines parties au niveau du cerveau ou au niveau de l'évacuation, parce que ces éléments minéraux, qui sont d'ailleurs minéraux qui peuvent être des métaux, hein, puisque le magnésium est un métal, ou après on parle de la famille des métalloïdes, mais dans leur forme particulière et assimilée à l'eau, avec cette dynamique-là, eh bien, on a une action même bénéfique au niveau de l'organisme. Donc, on peut se poser librement la question de pourquoi chercher absolument à les retirer. L'idée, c'est plutôt de chercher à donner à l'eau ses propriétés vitales pour faire en sorte que, quelle que soit la teneur minérale par rapport à l'eau du réseau, bien, au moins, elle soit facilement assimilable par l'organisme. Donc, c'est peut-être plutôt ça l'idée, la direction à suivre, que d'essayer de retirer absolument tout ce qu'il y a dans l'eau, y compris l'ensemble des minéraux, qui est plus souvent la voie suivi par ceux qui cherchent des systèmes comme l'osmose, où là, l'idée centrale est de dire il faut qu'il n'y ait plus rien dans l'eau, même d'éléments minéraux, comme ça, elle va mieux remplir sa fonction. Mais consommer au quotidien une eau qui n'a plus rien, qui n'a plus de structure, y compris minérale, et qu'on n'a pas du coup restructurée, elle ne va pas non plus apporter à l'organisme les éléments nécessaires à un fonctionnement correct, parce que l'organisme ne se nourrit pas simplement de l'aspect physique de l'eau, il se nourrit aussi des caractéristiques énergétiques de l'eau et d'informations qui permettent d'avoir une diffusion dans l'ensemble de l'organisme de cette information de l'énergie vitale qui permet un fonctionnement tout à fait adéquat et vivant de l'organisme. Donc voilà pour cette première réponse et question. Il y avait une deuxième question, cher collaborateur, qui était… La bioélectronique de Louis-Claude Vincent et les travaux de Jeanne Rousseau. Alors ça, je viens d'aborder un peu cette question-là. Effectivement, d'ailleurs, Jeanne Rousseau avait largement travaillé avec Louis-Claude Vincent et pour constater des choses à peu près similaires. Sauf qu'elle avait poussé un petit peu plus loin. D'ailleurs, je sais qu'il y a eu une question sur la baignoire à double vortex de Jeanne Rousseau que j'ai utilisée pendant un certain temps également, puisque par extension, Jeanne s'était aperçue que à analyser certaines sources des eaux de mer, des liquides organiques, etc., que les sources dites miraculeuses, entre guillemets, étaient souvent à pH 7, et elle avait cherché en fait à concevoir des outils qui puissent amener à cet équilibre particulier qu'elle retrouvait au niveau des sources. Donc, c'est pour ça qu'elle avait créé une baignoire avec une double dynamique tourbillonnaire. On venait se mettre au centre, là où on atteignait ce pH particulier de l'eau, pour régénérer l'ensemble de l'organisme. D'ailleurs, il y a une question aussi qui portait sur le pH au niveau à la sortie des systèmes amylo. On n'a pas d'action particulière sur la modification du pH. C'est un des paramètres de Louis-Claude Vincent, et une question qui est aussi souvent posée, parce que c'est pareil, par rapport au pH, il y a deux approches. Il y a l'approche de Louis-Claude Vincent qui dit eh bien, il vaut mieux consommer des eaux à pH 7, voire légèrement en dessous. C'est ce qu'on apprend aussi dans les écoles de naturopathie. Et puis, il y a d'autres approches, comme des approches qui sont venues, entre autres, du Japon, à travers les ioniseurs d'eau, qui nous disent non, il vaut mieux consommer des eaux alcalines, voire très alcalines, sur des pH de 8, 9. Et en fait, on s'aperçoit que c'est jamais ni tout blanc, ni tout noir, et que la question, elle porte pas tellement sur le pH de l'eau, bien que ça puisse avoir une importance aussi, plus qu'en fait sur la structure interne de l'eau et sur ses caractéristiques d'organisation de l'eau. Parce que le pH, c'est comme si on était sur un niveau qui était un petit peu plus grossier, et avec la structuration, la vitalisation de l'eau, on va être sur un niveau en dessous, et en fait, c'est le niveau le plus subtil, le plus fin, qui va enchaîner en fait organiser et modifier la matière. Et donc, la question du pH, quelque part, elle se pose après, et elle a moins d'importance que la question de la structure de l'eau. En quelque sorte, c'est-à-dire que si l'idéal était de consommer une eau, admettons, à pH 6,5, mieux vaudrait consommer une eau à pH 7,5 vitalisée que consommer une eau à pH 6,5 non vitalisée, si le pH 6,5 était l'idéal. Voilà, c'est-à-dire que c'est un paramètre qu'on peut observer, mais en fait qui ne régit pas l'ensemble des caractéristiques, et notamment des caractéristiques énergétiques de l'eau. Donc ça, c'est vraiment important aussi de le concevoir, de le comprendre.
Et bon, bien qu'on puisse jouer sur le pH de l'eau. Mais nous, ce n'est pas notre objet, notre objectif. Une autre question. La dynamisation de l'eau est amplifiée grâce à notre intention portée sur l'eau et le système de vortex utilisé. Dans le cas où le système amylo est installé pour tout le logement et que notre intention ne peut pas se porter à chaque fois que l'on utilise l'eau du robinet, qu'en est-il de ce postulat? Je demande aussi une explication sur le vortex utilisé à la sortie du système amylo, à savoir si ce vortex agit réellement étant donné la distance parcourue de l'eau des canalisations au robinet de la douche. Alors, c'est une question qui amène à ouvrir un peu plus des portes. Je ne sais pas si tout le monde a très bien entendu les questions, mais on rentre dans des questionnements un peu plus énergétiques de l'action de l'expérimentateur au niveau de l'eau. Question qui porte à la fois sur, tiens, si j'ai un système au départ de mon habitation, est-ce que finalement je vais avoir l'action d'énergétisation de l'eau dans toutes mes canalisations et jusqu'à mon robinet? Et c'est ce dont s'est aperçu, entre autres, Masaru Emoto avec ses recherches de l'interaction entre l'homme et l'eau et de l'intention sur l'eau, de savoir que si j'envoie une intention particulière au niveau de l'eau, je vais modifier sa structure et que tous ces phénomènes-là sont liés. Et on peut effectivement, c'est une vraie question de s'interroger, de savoir si un système peut fonctionner tout seul sans la conscience de l'humain qui va avec, en sachant que déjà c'est impossible parce que de toute façon, tout est lié, donc il n'y a pas de système qui fonctionne tout seul. Il y a forcément à un moment donné un expérimentateur, un utilisateur. Je ne vais peut-être pas forcément rentrer dans tous les niveaux d'explication subtile de cette question-là, parce qu'il y a plein de strates différentes, et y compris dans la dynamisation de l'eau, hein, c'est un peu pareil. Il y a un premier niveau qu'on pourrait qualifier de biologique, qui va toujours avoir une action favorable sur la matière. Et puis après, il y a différents strates, différents niveaux d'information qui sont véhiculés aussi par le module de vitalisation de l'eau. En tout cas, ce qu'il faut aussi comprendre dans une habitation, c'est que nos canalisations d'eau, toute l'eau dans le système de la maison est reliée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure, même si quand on ouvre le robinet, on a l'impression que l'eau est coupée, mais en fait, l'eau, elle est toujours dans le réseau, en pression. Et dans le module de vitalisation, par exemple, du système amylo, on a des éléments qui sont rayonnants et qui sont en permanence en contact avec les molécules d'eau. Ce qu'on ne perçoit pas à l'œil nu, c'est que les molécules d'eau, elles s'allient et se délient des milliards de fois chaque seconde. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement phénoménal à ce niveau-là, qui est vraiment très, très important, et qui fait qu'il y a des échanges en permanence. Et le fait d'être en contact avec un élément, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'on a même des actions en amont, c'est-à-dire avant le système, parce qu'il y a cette imprégnation de l'eau, hein, dans l'ensemble des canalisations, et qu'on va même effectivement augmenté par la dynamique tourbillonnaire et l'action du flux de l'eau aussi. Mais voilà, ça fonctionne aussi de cette manière-là. Voilà, j'ai répondu peut-être en partie, pas totalement, mais si nécessaire, je pourrais complémenter. Alors, la quatrième question que je cherche et que je ne trouve pas, eh bien, voilà. Peut-on potabiliser l'eau de pluie? Alors ça, j'y ai répondu déjà en partie. Hein. Effectivement, ça va dépendre aussi des cas, de la préfiltration qui est en amont. Alors, une question qui m'est posée ici. Quel est le risque pour une personne qui souffre de calculs rénaux de consommer quotidiennement 2 litres d'eau vitalisée de 250 ppm? C'est une très bonne question, parce que c'est une question qui vient de temps à autre, hein, sur les problématiques de calculs rénaux et la consommation d'eau vitalisée. Il y a une société qui proposait des petits cristaux, justement, dans des tubes qu'on pouvait mettre dans un verre d'eau pour avoir une action spécifique sur l'eau, et ensuite de consommer ces eaux-là pour se libérer justement des problématiques de calcul rénaux. Et j'en ai un exemple, puisque mon beau-père a ces problématiques-là. Depuis que je lui ai installé un filtre chez lui avec une eau vitalisée, étonnamment, il n'a plus de problème depuis, alors que c'était quand même quelque chose qui était récurrent, qui avait nécessité d'aller faire déjà 2 opérations. Jamais personne n'a fait la corrélation entre ces 2 aspects, mais pourtant, il semblerait bien que ce soit le cas. C'est-à-dire qu'encore une fois, la problématique du calcul rénal, c'est quoi? C'est que dans une partie de l'organisme, il va y avoir
à un moment donné un fonctionnement de l'organe qui n'est pas totalement optimal et qui du coup va venir stocker et laisser des éléments qui vont se densifier progressivement. À partir du moment où je vais consommer une eau qui a des dynamiques vitales, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va remplir sa fonction, d'aller rentrer à l'intérieur des cellules, de commencer son phénomène de nettoyage. C'est pour ça d'ailleurs qu'au départ, quand on consomme de l'eau vitalisée, on peut observer, on emploie le terme vitalisé ou dynamisé, et on se dit, tiens, je bois cette eau-là, et d'un seul coup, c'est la grande vitalité, mais au départ, ça peut être un peu fatigant pour l'organisme, parce que ces eaux ont des actions puissantes de nettoyage. Et si l'organisme est très engraissé au départ, ben, inévitablement, ça va le faire travailler plus pour évacuer. Et donc, qui dit une évacuation plus importante, eh bien, dit que l'organisme doit travailler pour évacuer ça. Et ceci étant dit, eh bien, on peut avoir ensuite un nettoyage qui va se faire à différents niveaux, y compris au niveau des reins et autres, voilà, autres organes de l'organisme, et qui va progressivement rentrer aussi en contact avec ce qui est présent à l'intérieur des reins et puis venir désagréger, puisque en fait, ces caractéristiques vitales de l'eau permettent de venir modifier en fait les caractéristiques de la matière aussi au sein de l'organisme. Voilà. Donc, et en plus de ça, 250 mg par litre, ce n'est pas une teneur très élevée. 2 litres d'eau, ça commence quand même à faire beaucoup, mais encore une fois, si une eau de qualité bien vitalisée, ça devrait même résoudre la problématique et en tout cas pas l'amplifier. Deux questions relatives aux produits amylo, système sous-évier, petit modèle, comme certains l'appellent. La première, pourquoi n'y a-t-il pas de pré-filtre sur le système amylo petit modèle? Et la seconde, si la cartouche sous-évier est compatible avec le système hydropur. Alors, pourquoi il n'y a pas de préfiltration sur un sous-évier? Parce que c'est une cartouche qu'on va remplacer une fois par an. Et en général, bien que ça dépende à certains cas, certains réseaux, hein, ça arrive aussi, mais normalement, et comme ce sont des consommations d'eau qui sont un peu moins importantes, on n'a pas forcément la nécessité de mettre de la préfiltration parce que au bout d'une année, c'est assez rare qu'on arrive à saturer la cartouche avec la quantité d'eau qui est passée dedans. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des cas particuliers, il y a des cas, je le vois, j'en ai parlé avec mon dentiste qui est sur une commune avoisinante, qui a un système aussi, et qui, lui, s'aperçoit que la cartouche de préfiltration de son système habitation, au bout d'une semaine, 15 jours, elle est quasiment marron. Donc, c'était quand même pour nous une assez grande interrogation, alors que cette cartouche est remplacée normalement une fois par an, de s'apercevoir que dans certains cas, il y a des niveaux de sédiments ou de matière organique qui sont très importants sur l'eau du réseau. Et tant qu'on n'a pas de système de filtration, on ne le voit pas, mais le jour où on en a un, on se dit quand même, si tout le monde boit ça, c'est un peu, peut-être pas inquiétant, mais ça pose quand même des vraies questions. Et normalement, sous un évier avec des quantités d'eau moindres, on n'a pas nécessité de préfiltrer l'eau. Mais on a rencontré certains cas où effectivement les cartouches ont été saturées en quelques mois parce qu'il y a des endroits où c'est relativement complexe en fait de réduire la totalité de la matière organique. Et alors souvent, ce qui est fait dans ces cas-là, c'est qu'il y a une adjonction de chlore plus importante, ce qui derrière va engendrer d'autres problématiques parce que quand on met du chlore avec de la matière organique, il y a des interactions qui créent des dégradations du chlore dans des molécules secondaires, des trihallométhanes qui du coup elles-mêmes ne sont pas forcément favorables à l'organisme. Mais bon, voilà, c'est le jeu de tout ça, mais normalement sur un sous-évier, on n'a pas besoin. Et ensuite, est-ce que c'est compatible avec le système hydropur? Alors, je ne sais pas, il faudra avoir un détail sur ce qu'est le système hydropur, mais a priori, on n'a pas d'incompatibilité particulière avec différents systèmes. Donc, je répondrai que normalement, il n'y a pas de raison d'incompatibilité. Peut-on consommer de l'eau distillée, reminéralisée et redynamisée? Alors, la question de l'eau distillée, elle revient aussi effectivement assez fréquemment parce que
complémentairement à l'eau osmosée, ou en tout cas, c'est une pratique qui est proposée souvent dans des approches naturopathie ou ce qu'on appelle hygiéniste, c'est-à-dire où l'idée centrale et principale est de dire je vais consommer de l'eau en fait pour nettoyer l'organisme et je vais utiliser la fonction principale de l'eau qui est celle du nettoyage. Sauf que, donc là, on va rentrer un petit peu dans la question de l'hydratation. Hydrater, en fait, inclut trois phénomènes. L'hydratation inclut d'apporter quelque chose, et c'est là où on ne rejoint pas forcément l'hygiénisme qui dit non, l'eau n'a rien à apporter, mais on va voir ce qu'elle apporte en fait véritablement. Ensuite, son deuxième rôle, c'est d'interagir, interagir avec les cellules pour pouvoir entrer à l'intérieur et remplir sa fonction de capter ce qu'elle a à capter. Et sa troisième fonction, c'est d'évacuer. Et souvent, ce qui est pris en considération dans les approches hygiénistes, c'est juste, l'eau, en gros, elle vient, elle prend, elle nettoie. Et l'action d'apport, on l'a évacuée parce que qu'est-ce que l'eau pourrait bien amener? Elle peut certainement rien amener. L'eau, c'est de l'eau. Donc, si elle est chargée, il n'y a pas d'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On distille l'eau et on évacue cette notion d'éléments minéraux qui n'a pas de sens dans cette approche-là. Sauf qu'en fait, ce qui a un intérêt d'apport au niveau de l'eau, ce n'est pas tellement ces éléments minéraux qui sont considérés comme étant solides, mais c'est plutôt ce qu'elle va apporter en termes de structure et d'information. Et c'est là où, souvent, dans ces approches-là, manque cette partie qui est la partie énergétique de l'eau et qui est pour autant fondamentalement importante. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette question, c'est de voir que d'un côté, on va distiller, donc on va retirer tout ce qu'il y a dans l'eau. D'un autre côté, ensuite, on va reminéraliser et redynamiser. Pourquoi pas? Mais on peut peut-être aussi faire plus simple, c'est-à-dire retirer juste les éléments chimiques de synthèse et puis vitaliser l'eau. Et puis, on a retiré une étape et on a simplifié le processus. C'est peut-être une vraie question à se poser. Pourquoi retirer d'un côté pour ajouter à nouveau de l'autre? C'est une vraie question. Et pour ça, il faut aussi comprendre en fait le mécanisme de fonctionnement du charbon qui n'est pas toujours très bien compris. Parce qu'il peut y avoir cette interrogation de se dire, tiens, mais comment le charbon fait-il pour, d'un côté, retenir les éléments, les molécules chimiques de synthèse, et d'un autre côté, les éléments minéraux, minérales, ne pas le retenir? Eh bien, simplement parce que le charbon fonctionne de deux manières différentes. Il fonctionne par ce qu'on appelle l'absorption, c'est-à-dire, comme on a vu tout à l'heure, c'est un peu comme une éponge avec des pores piégeurs et des molécules qui viennent se loger dedans. On pourrait dire que c'est l'action mécanique. Et là, en fonction de la taille du charbon ou de sa compression, on va capter plus ou moins de molécules avec une certaine finesse. Ça, c'est une chose. Mais l'action principale du charbon, sa deuxième action, c'est l'adsorption avec un D. L'adsorption, c'est un principe d'attraction. Et il se trouve que la quasi-totalité des molécules chimiques de synthèse ont des polarités que le charbon va pouvoir capter. Donc ces molécules, elles vont en gros s'attacher, on va dire, sur le charbon, alors que les molécules qui sont de même nature, les molécules organiques ou les molécules minérales qui sont de même nature que le charbon, eh bien, elles vont être repoussées, elles vont pouvoir passer à travers le charbon. C'est une des grandes spécificités du charbon et c'est pour moi son grand avantage, c'est de fonctionner de manière en fait naturelle, d'un côté en captant la chimie de synthèse et d'un autre côté en laissant passer ce qui est de même nature, à savoir le minéral, le vivant. Donc la distillation, pourquoi pas? C'est une expérience intéressante à réaliser dans un cadre, je dirais, peut-être dans une approche qui est plus thérapeutique, plus naturopathique, hygiéniste. On va dire, tiens, voilà, je vais faire une cure de boisson pendant 3 semaines, pendant un cycle biologique, et je vais enlever tout ce qu'il y a dedans, je vais apporter peut-être juste certains éléments minéraux, je vais la vitaliser, puis je vais voir comment mon corps réagit, pourquoi pas. Voilà. Dans ce cadre-là, je dirais oui, l'expérience est sûrement intéressante. Après, comme outil de production d'eau quotidienne, là, je dirais, ça va certainement pas être très pratique parce qu'avec un distillateur, on va distiller 1, 2, 3 litres d'eau, ça prend plusieurs heures. Enfin, on peut inévitablement pas l'utiliser pour tous les besoins voilà, de la cuisine, de la boisson, de nettoyer les légumes. Enfin, voilà. Après, ça devient forcément fastidieux, quoi. Question de minéralité. La première par rapport à la faiblesse en minéraux de l'eau de pluie. Donc, du coup, est-ce que c'est bon pour la santé? Et l'eau de Montcalm, qui est réputée pour être faible en minéral, est-elle du coup suffisamment minéralisée pour la santé?
Alors, toujours la question des minéraux qui revient, et vous voyez comme cette question, elle peut être centrale à un moment donné, parce que comme il y a toujours vraiment ces deux approches avec les pro-minéraux et les anti-minéraux, forcément, ça suscite des interrogations. Au-delà de ce qui a été posé comme question, il y a aussi déjà une première question qui est quand même l'aspect gustatif de l'eau, qu'on peut aussi parfois oublier, mais qui est quand même important, parce qu'une eau qui est consommée au quotidien, il y a quand même un intérêt à ce que le corps et la physiologie l'acceptent vraiment librement. Et les eaux faiblement minéralisées, que ce soit Montcalm ou des eaux de pluie, ont quand même un goût particulier, comme les eaux osmosées. Comme ce sont des eaux qui sont très pauvres en minéraux, elles ont déjà un côté un petit peu, des fois, âpre ou astringent ou un peu agressif, parce qu'elles vont chercher à capter justement un peu ce minéral. Donc déjà, c'est particulier. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, hein, mais c'est aussi une vraie question. Se consommer de l'eau de pluie, voilà, c'est aussi. Alors, les eaux de pluie sont majoritairement faiblement minéralisées, mais pas toujours. Elles sont en général plutôt acides, mais pas toujours. Donc, il ne faut pas non plus faire de généralité parce que ça dépend des cas. J'ai aussi vu des eaux de pluie à pH 8, c'est étonnant, mais ça arrive aussi. Et les eaux de Montcalm sont assez faiblement minéralisées. Encore une fois, pour moi, la question centrale ne porte pas sur la teneur en minéraux. C'est-à-dire qu'on boive une eau à 20, 25, 50, 100, 200, 100, 300, 400 mg par litre. Le fond de la question n'est pas véritablement sur la teneur, la quantité minérale. Elle est plutôt sur les caractéristiques vitales de l'eau. C'est plutôt là-dessus qu'il faut porter véritablement son attention. Et si vous faites d'ailleurs l'expérimentation, de consommer même des eaux fortement minéralisées à 300-400 mg par litre, même si vous estimez que ça ne devrait pas être le cas pour l'organisme, mais que vous les vitalisez correctement, vous verrez que l'organisme va très bien les accepter. Et c'est d'autant plus vrai si au niveau gustatif, ça fait résonance aussi, voilà, parce que l'aspect gustatif est aussi important sur la consommation long terme. Question toxicité. Quelqu'un a trop d'aluminium dans l'eau de son réseau, et est-ce que le système amylo l'élimine? Et dans la même veine, Silke nous demande si elle a toujours entendu dire que les résidus médicamenteux et résidus plastiques n'étaient pas filtrés. On a quel pourcentage? Elle a toujours entendu dire que aucun filtre peut suffisamment filtrer donc résidus médicamenteux, résidus plastiques. Et donc l'aluminium. Qu'est-ce que Amilo dit de ça? Alors, il y a eu des études, hein, des analyses qui ont été faites. Évidemment, je me suis moi-même posé ces questions, mais j'ai souhaité aussi les valider. Et donc, pour ça, j'ai fait les expérimentations nécessaires qui ont été faites par un laboratoire indépendant avec certaines molécules, donc métaux lourds, résidus médicamenteux, pesticides, des hydrocarbures, du chlore, enfin voilà, avant avec une certaine quantité et après passage dans les cartouches. Alors, j'ai aussi déjà entendu ces informations que non, le charbon ne retenait pas les médicaments, que d'un autre côté, oui. Et donc, je me suis dit, OK, bon, je fais mon expérimentation et de cette expérimentation de terrain, je tirerai mes propres conclusions. La réalité, c'est que, alors évidemment, ça dépend de certaines substances, ça dépend de leur teneur, de leur finesse, mais j'ai été jusqu'à des niveaux, en ce qui concerne par exemple les résidus médicamenteux, largement supérieurs à ce qu'on peut trouver sur l'eau du réseau. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que les quantités que j'avais mis, s'il y avait ça sur l'eau du réseau à ce niveau-là, on n'aurait plus besoin d'aller chez le médecin, il y aurait juste à boire l'eau du robinet, si tant est que ces molécules soignent. Et de s'apercevoir que même à des doses très élevées en amont, on avait retiré plus de 99% la totalité de ces molécules-là. Donc, je ne sais pas d'où provient cette information. Alors, ceci étant dit, ça dépend aussi peut-être de la technologie charbon utilisée, parce que moi, j'utilise des cartouches vraiment spécifiques avec du charbon bloc compacté. C'est du charbon de noix de coco, celui qui a la plus grande capacité de rétention. Et c'est sûr que si on utilise du charbon granulé, c'est pareil, on ne va pas avoir les mêmes finesses de filtration. Donc, il y a aussi des technologies qui permettent
d'atteindre certains niveaux de finesse qui aussi donnent ces résultats-là. C'est aussi vrai, c'est une réalité. C'est comme en ce qui concerne les métaux lourds. Quand on dit métaux lourds, il faudrait encore une fois élargir un petit peu plus pour mieux comprendre la présence des métaux. Alors, l'aluminium à un certain seuil est nocif. Le fer, le cuivre, le magnésium, le manganèse, ce qu'on voudra, à certains seuils sont nocifs, à d'autres ne le sont pas, parce que ce sont aussi des éléments qu'on va retrouver présents dans la famille des minéraux. On a les métaux, on a les métalloïdes, et en fait, ce qui fait véritablement la nocivité de ce qu'on appelle les métaux lourds, donc lourds entre guillemets, hein, ça dépend de leur teneur et de la quantité, c'est la répétition à des seuils élevés de certains éléments minéraux qui va générer de la toxicité au niveau de l'organisme. Mais je peux avoir un petit peu d'aluminium dans des seuils restreints et sans qu'il y ait un impact vraiment important. Pareil pour le fer, pour le cuivre. D'ailleurs, on a des canalisations en cuivre dans nos habitations. Si l'ensemble des métaux étaient nocifs, y compris le fer, je veux dire, on serait complètement pollué. Donc, la partie métal est quand même, en termes de nocivité, tout à fait différente d'une molécule chimique de synthèse comme le pesticide ou le résidu médicamenteux qui, eux, n'ont pas les mêmes formes. Donc, on a un très bon abattement, en fait, sur tout ce qui est métaux, que ce soit l'aluminium, le fer ou d'autres. Et c'est vrai que c'est souvent l'aluminium qui est le présent en plus grande quantité parce qu'il est ajouté à des fins de permettre des floculations, etc., au niveau de l'eau du réseau, dans la purification de l'eau. Mais en tout cas, il est très bien retiré aussi avec un bon abattement qui fait que même sur des teneurs élevées, voilà. Alors, il y a des tests pour ça, il y a des résultats d'analyse qui sont consultables pour voir les seuils exacts par métal. Voilà, si c'est... Et je réponds aussi sur les plastiques et les micropolluants. Quand on dit plastique, c'est un terme générique derrière lequel peut se cacher un ensemble de molécules diverses. Donc, il faut aussi savoir de quoi on parle quand on dit un plastique, parce que on peut rentrer aussi dans le domaine des hydrocarbures. On a fait des tests sur les hydrocarbures, ils sont retenus aussi, mais dans les plastiques, ça peut être justement ces fameux micro-polluants, les invisibles dont je parlais tout à l'heure, hein, qui sont présents dans 72% des eaux, voilà. Et ceux-là, souvent, sont juste en fait retenus par le phénomène de l'absorption, c'est-à-dire par le fait que les cartouches, elles filtrent entre 0,3 et 0,5 microns, ce qui est vraiment extrêmement fin, c'est vraiment de la microfiltration. Et dans ces cas-là, ces microparticules, elles sont simplement retenues sur l'extérieur de la cartouche, sans aucun problème aussi. Voilà. Alors, sur la cartouche, on me demande quelqu'un qui se préoccupe de l'équitabilité, l'origine bio, etc., des choses dans sa vie, demande donc du coup de quel charbon, de quelle provenance. Charbon des cartouches. Oui, c'est une question qui est posée de temps en temps, qui est assez rare, mais de toute façon, il faut comprendre une chose, c'est que, alors, on utilise du charbon de noix de coco. Maintenant, si on veut avoir la traçabilité totale de la provenance de l'ensemble du charbon utilisé dans le domaine de la filtration, je tiens à vous dire, c'est juste impossible. Voilà. Donc, je n'ai pas connaissance de l'origine exacte et précise d'où provient le charbon, parce que il est prélevé dans différents pays de différentes manières. Et ensuite, ça se retrouve aussi chez des grossistes. Enfin, voilà, ce sont des chaînes où il est impossible de tout tracer parce que c'est beaucoup trop complexe. Et puis, à un moment donné, si on veut tout tracer absolument au gramme près qu'on va utiliser de charbon, autant vous dire que le prix des cartouches ne va pas être du tout le même. Donc, il faut voir jusqu'où on veut aller. Et je n'ai pas entendu jusqu'à maintenant parler dans la production de charbon d'actions, je dirais, qui sont en défaveur de l'humain. C'est-à-dire, je n'ai pas entendu parler d'exploitation de l'humain dans la fabrication du charbon, par exemple. Évidemment, je suis aussi attentif à ça. Mais sinon, c'est du charbon de bois. Donc, il n'y a pas le principe d'obtention de ce qu'on appelle le charbon activé, hein, c'est qu'on va calciner le matériau de base et ensuite on va l'activer par adjonction de vapeur d'eau qui va ouvrir les pores du charbon. Donc, c'est juste du bois calciné, quoi. Donc, il n'y a pas d'autres éléments ajoutés après que ça.
J'ai des questions d'Elimi sur l'impact de l'aragonite sur la peau et que devient l'aragonite. Alors, la question, c'est peut-être pas tellement quel est l'impact de l'aragonite, mais l'impact du calcium ou de ce qu'on pourrait appeler le calcaire, qui génère en général plutôt des sécheresses au niveau de la peau, au niveau des cheveux. L'aragonite, c'est un peu différent puisque c'est une forme plus légère. Donc, déjà, on a l'impression que l'eau est moins dure. Donc, inévitablement, ça se ressent aussi sur la peau, sur la douceur de la peau, sur l'utilisation des crèmes, des cosmétiques, parce qu'il va y avoir une meilleure imprégnation. D'ailleurs, il y a même des compléments alimentaires qui sont fabriqués à base d'aragonite pour avoir une meilleure régénération des os, entre autres. Donc, l'action de l'aragonite, c'est plutôt favorable. Il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est un minéral, hein, c'est le calcium, enfin, qui est un métal, si on veut être exact d'ailleurs, une forme métalloïde, comme quoi elles ne sont pas tous problématiques, et que donc c'est un élément naturel. Donc fondamentalement, ce n'est pas tellement gênant. Là d'ailleurs où ça gêne le plus les gens au départ, c'est dans c'est par rapport aux canalisations, à l'électroménager, où on s'aperçoit que sur des eaux très dures, il faut changer souvent le chauffe-eau, les problématiques dans les chasses d'eau, les robinets qui se bouchent, etc. Et qu'on peut très bien résoudre ces problématiques-là de manière assez simple. Et après, on s'intéresse à la santé aussi. Question suivante, peut-être. Comment mesurons la qualité énergétique de l'eau pour un particulier de façon fiable pour permettre de vérifier que le système de vitalisation fonctionne bien? Comment mesure-t-on la qualité énergétique de l'eau pour un particulier de manière fiable? Alors ça, c'est une très bonne question à laquelle je vais répondre qu'à l'heure actuelle, hormis un laboratoire, je ne sais pas où ils en sont maintenant exactement, mais qui est en France, de la technique de l'électrophotonique développée par Georges Vieildan, qui donne des premières observations de niveau très fin de la matière, où on voit l'action d'une eau vitalisée et le niveau de rayonnement en fait, qu'elle peut proposer par rapport à une eau du réseau, etc. Où on a d'autres techniques du style les photokirlians, où on voit encore pareil des halos énergétiques, des choses comme ça, mais pour un particulier chez lui-même, bon, évidemment, il y a d'autres sciences, on va dire, alternatives, comme la radiesthésie, etc., mais qui donnent des très bonnes possibilités d'approche de ce niveau-là, qui vont demander aussi une pratique par soi-même, c'est-à-dire qu'un particulier non initié et sans sensibilité à ce domaine énergétique va forcément avoir du mal à avoir un retour sur la réalité de ces aspects énergétiques. Maintenant, nous, là où on peut l'observer aussi, je dirais, de manière plus pragmatique, c'est par exemple dans le traitement naturel du calcaire, c'est-à-dire des expériences qui ont été faites sur ce qu'on appelle des échangeurs à plaques dans des chaudières. Les échangeurs à plaques sont des petits systèmes qui sont pleins de petites canalisations. Quand on n'a pas de système installé, ces canalisations se bouchent avec le calcaire. Avec un système installé, elles ne se bougent pas. Donc, on s'aperçoit qu'il y a eu une véritable action aussi sur la matière, sur le calcaire, par exemple. Et cette action, elle est due à quoi? Elle est due à l'aspect, aux caractéristiques énergétiques et de structure de l'eau. Ça, c'est une action directement vérifiable dans la matière. Ou alors, quelqu'un qui n'a pas je dirais, la capacité de mesurer, il peut aussi simplement faire des expériences comparatives avec des graines. Là, pour le coup, tout le monde peut le faire. L'eau normale du réseau, l'eau vitalisée, je regarde, je fais des comparaisons, même quantité de graines, même exposition, même chaleur, même quantité d'eau transmise, et puis je regarde comment. Voilà, ça peut être des manières d'objectiver, en sachant que nous, on s'est posé cette question-là en amont, évidemment, et on a fait référence à différentes pratiques, à différentes personnes sensibles, des écoles de radiesthésie, différents thérapeutes, etc., pour objectiver ce qu'on avait nous-mêmes perçu et pour le valider aussi. C'est une expérience à réaliser également. C'est un des intérêts d'ailleurs du cheminement dans le domaine de l'eau, d'aiguiser sa sensibilité pour appréhender ces niveaux-là aussi. Voilà, bien, messieurs, dames, je vous remercie pour votre présence à ce webinaire qui touche à sa fin maintenant.
Je vous remercie d'y avoir participé, d'avoir consacré ce temps passé avec nous et à vous informer à la thématique de l'eau, à souhaiter améliorer la qualité de votre eau pour votre quotidien. Comme vous avez pu le voir, eh bien, nous avons nous-mêmes cherché et œuvré pour faire en sorte de trouver les outils qui soient les mieux adaptés à différents types de situations, que ce soit pour un point d'eau ou pour toute une habitation, qui permettent à la fois d'avoir une eau de bonne qualité pour la santé, sans molécules chimiques et également vitalisée, comme vous avez pu le comprendre, que sont vraiment ces deux aspects qui sont très importants et qui permettent aussi par votre conséquence un traitement naturel du calcaire pour les cas où la problématique se pose, sans forcément passer par des outils complexes ou nécessitant de la maintenance, de l'électricité, des consommables, etc. L'objectif étant de pouvoir vous rendre autonome le plus dans vos installations et dans vos utilisations. Et puis, également, eh bien, je souhaite vous inviter à retourner vers la personne qui vous a transmis le lien de ce webinaire, à poser à nouveau des questions si vous en avez sur les systèmes, la technicité, l'installation aussi, puisque nous avons un service d'accompagnement de pause, que nous pouvons proposer des systèmes pause incluses qui vous permettent de bénéficier d'une TVA à 10%, donc avec des plombiers référencés dans notre réseau. Voilà. Vous pourrez trouver également sur le site Internet Amilo un onglet spécifique sur les témoignages de nos clients qui relatent en fait leurs différentes expériences à travers la qualité, le goût de l'eau, le fonctionnement vis-à-vis du calcaire, ou aussi on a pu le voir chez certains professionnels, ce qui a été constaté. Donc ça, vous le retrouverez sur le site www.amilo.earth, E-A-R-T-H. Et puis également, vous avez la possibilité de nous contacter si vous n'êtes pas déjà en relation avec un partenaire du réseau via l'onglet formulaire contact qui se trouve dans le site et dans lequel vous pourrez mettre des observations, des questions si vous en avez pour être recontacté par un de nos partenaires du réseau, probablement à proximité de chez vous. Voilà. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une bonne eau et au plaisir de se voir à nouveau et de vous permettre d'accéder à ces outils de filtration, de vitalisation de l'eau pour vous, pour votre famille, pour vos amis, et faire en sorte que nous œuvrions tous à l'avènement d'un monde meilleur pour l'ensemble des humains sur notre belle planète bleue. Merci beaucoup et à bientôt.